Ok, très bien. Donc, selon mon habitude, je vais vous présenter d'abord très très rapidement l'Académie des sciences et ensuite nous entrerons dans le vif du sujet. Donc, l'Académie des sciences est l'une des 5 académies qui composent l'Institut de France. Comme vous le voyez sur cette diapositive, l'Académie des sciences, qui est donc au milieu, comporte 267 membres. C'est donc la plus nombreuse. L'Académie française, dont le secrétaire perpétuel était Hélène Carrère d'Encausse, à 40 membres, l'Académie des inscriptions et belles-lettres à 50 membres, le secrétaire perpétuel c'est Michel Zinc. L'Académie des sciences a une particularité, c'est qu'elle a 2 secrétaires perpétuels, Étienne Gis qui est ici et moi-même. L'Académie des beaux-arts a un secrétaire perpétuel, Laurent Petit-Gérard, et 63 membres. Et l'Académie des sciences morales et politiques a un secrétaire perpétuel et 50 membres. Notre chancelier, c'est Xavier Darcos. Donc, l'Académie des sciences est en quelque sorte gouvernée par un bureau. Donc, vous voyez ici le président, Pierre Corvol, le vice-président, Patrick Flandrin, les 2 secrétaires perpétuels, donc Étienne Gis et moi-même, et puis 3 délégués aux affaires internationales, Olivier Pironneau, à l'éducation, à la formation, Éric Westhoff, et à l'information et à la communication, Didier Roux. Donc notre assemblée pluridisciplinaire est composée de 267 académiciens, dont 32 femmes. Nous avons aussi 117 associés étrangers. Nous sommes élus par nos pairs et nous sommes regroupés en 8 sections thématiques et une intersection. Notre institution, qui est indépendante et pérenne, est placée sous la protection du président de la République. Nous sommes libres de nos réflexions, de nos avis et de nos rapports. Donc nous avons en gros 5 missions fondamentales au service du progrès scientifique. Encourager la vie scientifique, transmettre les connaissances, promouvoir l'enseignement des sciences, favoriser les collaborations internationales et assurer un rôle d'expertise et de conseil. Je ne peux pas aller dans les détails, mais simplement vous dire que pour transmettre les connaissances, nous avons instauré ces 5 à 7 de l'Académie des sciences qui ont donc lieu le mardi entre 5h et 7h. Et nous avons 2 grands cycles. Un cycle qui s'appelle « Rencontre avec un académicien » et un cycle qui s'appelle « Histoire et philosophie des sciences ». Donc le cycle « Rencontre avec un académicien » a lieu pratiquement tous les mois. Vous voyez les cycles passés. Et après, très bientôt, nous aurons donc au mois de novembre Alain Aspect qui nous parlera de mécanique quantique et Thomas Lecuy qui nous parlera de morphogénèse au mois de décembre. Je vous invite très cordialement à venir les écouter, l'idée étant que ces académiciens vous racontent leur parcours, comment ils sont arrivés là où ils sont. Donc le deuxième type de 5 à 7, c'est les 5 à 7, c'est histoire et philosophie des sciences. Comme vous le voyez, le dernier portait sur un personnage très important, Léonard de Vinci, mais on a aussi des thèmes que nous trouvons importants. Nous avions femmes de science oubliées, spoliées, femmes de, mais encore. Et aujourd'hui, nous avons donc un 5 à 7 sur antibiotiques, succès et déception. Le prochain 5 à 7 portera sur l'apport du monde arabe à la science. Donc parlons des antibiotiques, succès et déception. Nous allons avoir 3 intervenants, Anne-Marie Moulin, Bruno Gonzalez-Zorn et Marc-André Sellos, mais nous les présenterons avant. Et il m'a semblé qu'avant d'aborder les antibiotiques, il était important de vous dire que les antibiotiques, ce sont des composés qui attaquent les bactéries. Et comme c'est une séance de grand public, j'ai pensé qu'il était important de vous rappeler ce que c'est qu'une bactérie. Donc vous en avez une sur la diapositive. Une bactérie, c'est le plus petit organisme vivant. C'est extrêmement important de se rendre compte que c'est une seule cellule, vous voyez une seule cellule, à l'intérieur de laquelle vous avez un chromosome. Cette cellule a un flagelle qui permet à la bactérie de se promener. Il y a une paroi, en anglais cell wall. Il y a une membrane en dessous de cette paroi et il peut y avoir de temps en temps des capsules. Donc il peut y avoir plusieurs épaisseurs qui protègent cette bactérie. Vous voyez qu'il y a des petits poils qui servent en général, ces pili, qui servent à la bactérie pour s'accrocher sur des surfaces biologiques ou abiologiques. Donc
Est-ce qu'on peut les voir, ces bactéries? Non. Les bactéries, ce sont des bactéries qui sont trop petites pour être visibles à l'œil nu. Donc sur cette diapositive, vous avez en fait une représentation de ce qu'on peut voir à l'œil nu qui est ici. Donc vous ne pouvez pas voir les cellules. Les cellules de votre corps, les cellules de votre peau, les cellules de votre intestin ne peuvent être vues qu'avec un microscope. Et les bactéries qui sont encore plus petites peuvent être vues avec un microscope normal, on va dire, ou un microscope électronique. C'est extrêmement important de distinguer les bactéries des virus. Un virus n'est pas une bactérie. Un virus n'est pas un organisme vivant. Un virus ne peut vivre que s'il infecte une cellule, que s'il infecte un organisme vivant. Donc, gardez ça en l'esprit. Nous parlons aujourd'hui de composés qui attaquent les bactéries. Et ces composés qui attaquent les bactéries, ce sont donc des antibiotiques. Donc, les antibiotiques attaquent soit la paroi, soit le chromosome, soit des petites machines qui sont à l'intérieur du cytosol, c'est-à-dire l'intérieur de la bactérie. Alors, il y a deux types d'antibiotiques. Il y a les antibiotiques qui ont une action qui est bactéricide. Si vous imaginez bien que si vous coupez par exemple le chromosome en petits morceaux, cette bactérie va être tuée. Mais il y a aussi beaucoup d'antibiotiques qui sont simplement bactériostatiques, c'est-à-dire qui vont empêcher la paroi de grandir. Parce qu'il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, que ces bactéries, elles n'ont qu'une envie, c'est de se multiplier. Pour se multiplier, elles se nourrissent, elles grandissent et elles se divisent par division binaire. Une bactérie va donner 2 bactéries. Eh bien, il y a des antibiotiques qui empêchent la paroi de grandir, mais elles ne tuent pas vraiment les bactéries. Alors vous allez dire, est-ce que ce sont vraiment des antibiotiques qui sont efficaces? Oui, ils sont très efficaces, puisque si la bactérie est en train de végéter, elle peut être la proie, par exemple, du système immunitaire qui se débarrassera de la bactérie. Donc ça, c'est pour les antibiotiques. Pour le mode d'action des antibiotiques. Et aujourd'hui, on va parler de résistance. Ces bactéries peuvent être résistantes aux antibiotiques. Il y a différents mécanismes de résistance. Vous voyez par exemple, les petites pilules d'antibiotiques, rouge et blanc, peuvent par exemple, dans des bactéries qui sont résistantes, ne pas pouvoir rentrer. Donc là, c'est un mécanisme de résistance. On empêche l'entrée de... la bactérie a en quelque sorte réussi à empêcher l'entrée de l'antibiotique. Il peut y avoir dans la bactérie des pompes qui disent, sitôt que l'antibiotique est arrivé, les pompes font sortir l'antibiotique. Il peut y avoir des moyens qu'ont développés les bactéries de couper les antibiotiques ou de les modifier. Donc ils sont devenus inefficaces. Vous pouvez aussi avoir des mécanismes qui font que l'antibiotique est délogé de l'endroit où il va se loger. Et donc il n'est plus efficace. Vous pouvez aussi avoir des mécanismes qui font que la cible de l'antibiotique est modifiée et donc l'antibiotique ne va pas pouvoir agir. Bon, et puis il y a d'autres mécanismes, et ce n'est pas vraiment ça qu'on va discuter aujourd'hui, mais c'est quand même important d'avoir à l'esprit qu'il y a différents mécanismes de résistance aux antibiotiques. Et sans plus tarder, je vais maintenant donner la parole à 3 spécialistes qui vont couvrir l'histoire des résistances bactériennes aux antibiotiques chez les hommes. Notre deuxième orateur va plus se focaliser chez les animaux, mais aussi chez les hommes et dans l'environnement. Et enfin, on aura l'intervention de Marc-André Sellos qui, je crois, se focalisera plus sans doute sur l'environnement.